les voyages, les ciné-clubs, la sexualité. Les maisons de jeunes. Même dans les films produits, c'est-à-dire dans le cinéma algérien de la fin des années 60 et des années 70, il y avait une certaine liberté dans l'image, c'est-à-dire la présence du corps féminin, et essentiellement du corps féminin, était un moyen d'expression d'une certaine liberté des idées, d'une certaine liberté de culture, etc., et d'affranchissement des jougs de la religion, comme il l'appelait à l'époque. Absolument. Il faut peut-être analyser la société à travers un certain nombre de choses. Ce que je voulais dire que, y compris les ulama qui étaient des gens modérés, étaient dans le collimateur de la propagande communiste. Oui, ça a commencé par Zembella et ça a continué avec les communistes, etc. Quand je suis revenu en 86, le discours de mes anciens camarades de lumière avait totalement changé. Donc Badi c'était devenu un patriote, un nationaliste, un progressiste, etc. C'est un changement radical. Mais c'est un phénomène propre à l'Algérie, ça. C'est-à-dire, on accuse vite les gens, on les taxe de traîtres, on les taxe d'athées, on les taxe de je ne sais quoi, et puis par la suite, on les traite de nationalistes, de patriotes. Ça veut dire quoi? Moi, j'ai une lecture. Je crois que c'est une sorte de mûrissement de la pensée, une sorte de sérénité qui s'installe dans ce milieu, qui d'abord a acquis la conviction que toutes les portes vers le pouvoir lui sont fermées. Donc faire de l'opposition, parce que quand l'UNEA luttait dans les années 60 et jusqu'à début 70, elle avait la ferme conviction qu'un jour ou l'autre, la révolution communiste ou la révolution socialiste allait avoir lieu en Algérie. Je pense que la décennie 70, avec l'échec du boumediénisme, ils ont compris que c'était définitivement réglé. D'autant plus que Boumediene, entre nous, il a complètement détruit toutes les organisations sérieuses. Il a tout détruit de ce point de vue. Or, quand je suis revenu, j'ai retrouvé des camarades avec lesquels on ne pouvait pas parler de Boumediene sans qu'ils ne partent dans des diatribes et qui le présentaient comme un homme de progrès, un homme d'ouverture, un homme... Et c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y avait le texte de Boumediene sur Atatürk. Mais et puis quand je suis revenu, Taleb n'était plus à l'enseignement, il était aux affaires étrangères. C'était différent. Donc il n'était plus dans cette situation d'incarner à tort ou à raison, parce qu'il avait peut-être à leurs yeux le tort d'être le fils. C'est pas possible. Parce que lorsqu'on analyse le profil de Taleb, entre nous, en toute modestie, en toute objectivité aussi, lorsqu'on analyse le profil de Taleb, toi tu connais Taleb. Je l'ai vu. Moi je le connais assez bien. Oui. Mais l'assimiler à un islamiste dans l'idée de l'époque, c'est-à-dire des marxisants de l'époque, etc., moi je trouve que c'est non seulement exagéré, mais c'est contraire à la vérité. Mais Taleb c'est quelqu'un d'ouvert d'esprit, de très moderne, de très cultivé, de très tolérant, de très je ne sais quoi. Mais est-ce que Taleb l'homme politique et Taleb l'intellectuel, est-ce qu'il n'y a pas d'eux? Je sais rien, parce que moi dire de Taleb qui c'est un islamiste et le mettre à côté de je ne sais qui dans moi non d'un islamiste comme ça, mettre aux côtés de Zebda ou de Marrani ou de je ne sais qui, sincèrement ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si tu ramènes quelqu'un comme Bembella à travers le MDA et le mettre à côté du Sadi et dire que c'est voilà les deux démocrates de l'Algérie. Mais tu vois à peu près le... Cela dit, Bembella était à côté de Ahmed. Oui, d'accord. Mais là c'est la parenté nationale. Donc je voulais simplement dire que l'islamisme revient à l'islamisme, c'est important. Comment tu as analysé? À la fin des années 80, quand je suis arrivé, il n'y avait pas cette fracture que j'ai connue dans les années 60 vis-à-vis de tout ce qui a une coloration religieuse.
Il n'y avait pas cette fracture, il n'y avait plus. C'est pour ça que, y compris, je vais le dire, mais ça les gens le savent, certains de mes amis du PAX avaient de la sympathie pour la mouvance islamiste. Ah bon? Oui, monsieur. Moi, je ne le savais pas ça. Eh ben, tu sais bien qu'au moment où s'est passé l'affaire de 92, une fraction importante du PAX a refusé l'interruption du processus électoral. La fracture du PAX, celle qui va donner naissance au MDS, Oui, elle s'est faite sur ça, je me souviens. Elle s'est faite sur ça. Une bonne partie des communistes ont dit il n'y a que les islamistes qui pourront abattre ce régime. C'est très juste. Donc, y compris dans les comportements des anciens paxistes, les choses avaient changé, avaient évolué. Ils ne se situaient plus au niveau doctrinaire, idéologique, plutôt ils étaient politique. Dans le pragmatique. Dans le pragmatique et dans le tactique, peut-être. Et peut-être qu'il y a également tactique. Oui, c'est ce que je viens de dire. C'est ce que j'ai dit. Tactique. Parce que, بزاف حنا شفنا يعني نهضر هاك بالدرجه الجزائريه حنا شفنا بزاف كاين الناس يحبوا ياكلوا الشوك بفم الاخرين. Absolument. Oui, absolument. Sans doute, ils se sont dit, puisqu'ils veulent faire le travail à notre place, il n'y a qu'à les encourager. Il n'y a qu'à les encourager, les pousser. Donc, c'est à ce moment-là que, jusqu'à 80, toute l'année 89, une partie de l'année 90, jusqu'aux élections municipales, le processus électoral qui s'est enclenché avec les élections municipales a révélé les arrière-plans idéologiques des mouvements qui s'engageaient dans la compétition électorale. Et il y a eu à ce moment-là un recours un peu à la démagogie. À ce moment-là, la mouvance islamique a peut-être commis le premier impair, a fait le premier faux pas en essayant de mettre en avant la moralisation outrancière de la société. Ils sont entrés dans une relation de répression vis-à-vis de la société. Ceux qui n'étaient pas conformes à une certaine image étaient désignés comme étant des impies, des tarots, etc., etc. Très bien. En tous les cas, nous allons avancer plus tard sur l'analyse structurelle et systémique des mouvements pour comprendre un certain nombre de phénomènes que l'Algérie va connaître plus tard à partir de la suspension du processus électoral, la déposition. D'abord, la déposition de Cheikh Ibn Jadid, l'interruption officielle quelque temps après du processus électoral, la dissolution, le coup d'État de 92, la dissolution du fils par la suite, et l'assassinat, un autre coup d'État en fait, et l'assassinat de Boudiaf le 29 juin 92. Nous allons, parce que ça mérite une réflexion assez profonde, etc. Maintenant, moi, en termes maintenant j'allais dire d'une sorte de rétrospective par rapport aux années 90, aux années 89, une sorte de rétrospective, mais reposant sur l'analyse structurelle. C'est-à-dire, à ton avis, qui a tiré profit des événements d'octobre? Parce qu'on va synthétiser maintenant. Qui a tiré profit des événements d'octobre? Est-ce que les événements d'octobre 88, qui a tiré profit de ces événements? Est-ce que, mais tu as dit la dernière fois que le plus grand perdant des événements d'octobre, c'est l'armée. Ça ne peut pas être les plus grands perdants, c'est l'armée, et les plus grands gagnants, c'est l'armée. Ça ne peut pas marcher. Non, je n'ai pas dit perdant. Si, la dernière fois tu as dit les plus grands perdants de l'affaire, parce qu'on les a fait sortir dans la rue pour torturer, pour tirer sur les citoyens, etc. Qui a tiré profit des événements d'octobre? Est-ce que le FLN? Est-ce que c'est Cheikh Ibn Jadid? Est-ce que c'est l'islamisme? Est-ce que c'est les autres tendances? Est-ce que c'est la démocratie? Est-ce que c'est le peuple algérien? Est-ce que personne? Bon, le discrédit a été porté sur l'armée. Le discrédit. Peut-être que de ce côté-là, plutôt que de parler de perdant, je dirais un discrédit. Un discrédit parce que l'image de marque de l'armée a été très sérieusement entamée. Très sérieusement.
Les gagnants, les perdants aussi, le grand perdant, c'est le FLN, puisqu'il perd le monopole de la scène. De la scène politique. Et également, Inversement, qui a tiré profit. Alors, qui a tiré profit? Qui a tiré profit, je pense que... Parce que lorsqu'on étudie les événements d'octobre, entre nous, moi j'ai vécu les événements d'octobre de l'intérieur. Oui. De l'intérieur, de A à Z, de la veille jusqu'à la fin. Oui. Jusqu'au discours de Chadli le 10 octobre. Oui. Franchement et honnêtement, il n'y avait aucune odeur de l'islamisme dans ces événements. On n'a pas une trace d'une tendance islamiste conduisant une parcelle de l'action. Il n'y en a pas. Mais est-ce que parmi les gens qui ont tiré profit de cette expérience violente, est-ce qu'il n'y a pas l'islamisme par la suite? Est-ce que le fils est se greffer? Est-ce que le fils n'avait pas tiré profit des événements d'octobre? Il est venu se greffer. Il a récupéré une... Il a engrangé la moisson. Il est venu récupérer. Les grands perdants, c'était le parti du FLN et la mouvance communiste. La mouvance communiste de Bax qui a essuyé une horrible répression à l'époque. Les grands perdants, ça a été aussi, je pense qu'un certain nombre d'entreprises qui ont été véritablement massacrées. Les entreprises économiques. L'image de l'Algérie. C'est-à-dire, effectivement, la devanture, si tu veux, de l'Algérie. Ensuite, c'est l'État qui a été discrédité aussi. Parce qu'il y a eu de la casse, il y a eu du vandalisme, et l'État n'a pas été en mesure de juguler et de faire face à ce vandalisme, ce qui l'a de gérer la crise. De gérer la crise, ce qui l'a poussé à faire intervenir l'institution militaire qui n'avait pas en charge la sécurité intérieure. Sur ce point-là précisément, oui. Les événements d'octobre, en termes d'analyse sociologique, politique, sont synonymes d'un échec flagrant du pouvoir et de ses hommes. Oui. Les pratiques du pouvoir contre la population sont également un échec flagrant du pouvoir, du régime et de ses hommes. Absolument. Comment tu expliques qu'avec les événements d'octobre et ce qui a suivi par la suite, aucune tête, particulièrement les têtes, n'est tombée, particulièrement les têtes les plus importantes? Belkhir était toujours là, Betchin était toujours là, les leaders politiques sous une forme ou sous une autre au sein du FLN, ils sont toujours là, ils étaient toujours là. Les militaires, personne n'a, à part la fameuse mise en scène de la sortie définitive de l'armée du comité central du FLN en mars, je crois, le 9 mars, je crois, de 89. Rien, personne. ولا واحد تحاسب. تعرف انت واحد تحاسب على احداث اكتوبر. Alors, est-ce que tu peux me donner un seul exemple de quelqu'un de responsable dans ce pays تحاسب depuis 1962? بزاف اللي تحاسبوا اللي قتلوهم. C'est des assassinats politiques. Les mathématiques. Non mais تحاسبوا, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu traduction devant des tribunaux? Oui. Pour jamais. À ce jour. Et maintenant, c'est pire encore. Même quand on perd en Coupe du Monde, on reconduit les mains et on recommence et on repart. C'est terrible. Autre